Bien le bonsoir, les titres de ce 20h. Conseil des ministres décentralisé, le président Macky Sall réaffirme l'engagement de l'État à négocier avec les différentes factions du MFDC, notamment avec le chef militaire du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, Salif Sadio. C'est Ziguinchor, je le précise, qui accueille le conseil de cette semaine. L'ex-directeur général de Dakar Demdik déféré au parquet, Christian Salvi, faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international dans le cadre des audits en cours. L'ancien directeur général de la loterie nationale sénégalaise, pour sa part entendu par la section de recherche de la brigade de la gendarmerie, Baïla Wane est interdit de sortir du territoire national pour l'heure. Les émeutes de l'électricité, l'année dernière, à cette date, la révolte spontanée des Dakarois contre les coupures d'électricité. 102 personnes avaient été blessées, dont 13 policiers. Enfin, d'édition ce soir, nous accueillons Seydou Diouf de la liste Benno Bokk Gis Gis. Il est président de la commission des finances de l'Assemblée nationale également. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. D'abord, ce drame qui frappe l'école nationale des sous-officiers d'actifs de Kaolack Nsoa, une militaire qui a perdu la vie cet après-midi. C'était lors de manœuvres qu'effectuaient ses camarades à Saint-Louis. Nous retrouvons Nabissila. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors Nabissila, quelles sont les circonstances de cet accident? Oui, en manœuvre donc au cours de leur formation, les élèves de l'école nationale des sous-officiers d'actifs de Kaolack donc sont tombés des sauts répétitifs et ont enregistré un mort. Il s'agit de Ndeye Sen, originaire de la région de Fatick, qui a perdu la vie après un saut malheureux. Depuis quelques jours, beaucoup d'élèves, sous-officiers, leurs encadreurs sont venus de Kaolack. Ils sont au camp militaire de Bango où des exercices sont en cours pour renforcer leur professionnalisme et surtout dans le domaine du parachutisme. Déjà, affirme une source médicale militaire, des blessés avec fractures ont été comptabilisés, dont certains transférés à l'infirmerie militaire. Sont actuellement hospitalisés 3 jeunes sous-officiers donc en formation. Ils sont encore à l'hôpital régional de Saint-Louis. Un autre a été évacué à Dakar hier, selon toujours cette source qui ajoute que des blessés sont régulièrement relevés dans de pareilles opérations de parachutisme qui constituent des exercices à la suite desquels les élèves de l'école nationale des sous-officiers d'actifs de Kaolack sont évalués plutôt. Voilà, donc merci beaucoup Nabissila qui nous appelait de Saint-Louis et du nord du pays. Nous nous rendons dans le sud pour parler de ce conseil des ministres décentralisés où le président Macky Sall a réaffirmé l'engagement de l'État à négocier avec les différentes factions du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. C'est Ziguinchor après Kaolack et Saint-Louis qui accueille le conseil des ministres cette semaine. Abdoulaye Sambou, bonsoir. Bonsoir. Alors Abdoulaye Sambou, Macky Sall réaffirme cette volonté de l'État, cet engagement de l'État à négocier avec toutes les factions du MFDC. Oui, tout à fait. Le président de la République a réaffirmé l'engagement de l'État du Sénégal à négocier avec les différentes factions du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Le chef de l'État, qui s'est prononcé après la fête du Conseil des ministres tenu à Ziguinchor, déclare que l'État est disposé à engager un dialogue ouvert et franc, non seulement avec toutes les factions, notamment celles de Salif Sadio, César Atoute Badiat et Ousmane Yantayata, mais aussi et surtout avec les acteurs qui œuvrent pour une paix définitive en Casamance. Le Conseil des ministres a aussi retenu d'expérimenter une nouvelle politique de développement territorial à partir de la Casamance. Le concept de développement territorial devra, selon le président de la République, tenir compte des spécificités, des potentialités et atouts de chaque région. Macky Sall s'est rendu à Mpac, à la frontière bissau-guinéenne, pour voir les soldats sur le théâtre des opérations. Il s'est aussi rendu à Togor pour constater de visu une plantation de mangroves. En ce moment, le président de la République est en train de douler une émission avec la télévision nationale. Avant de rentrer à Dakar, Macky Sall devra recevoir les femmes de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Abdoulaye Sambou, merci. Nous poursuivons cette édition avec cette nouvelle. L'ex-directeur général de Dakar Demdik déféré au parquet, Christian Salvi, faisait l'objet, je le rappelle,
d'un mandat d'arrêt international dans le cadre des audits en cours. Nous suivons de très près l'évolution de cette affaire. L'ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise, pour sa part, lui entendu par la section de recherche de la gendarmerie nationale, Bayla Wane, est interdit de sortir du territoire national pour l'heure. Il avait été entendu aussi hier pendant près de 6 heures. Fatou Bintou Conté est sur place également pour suivre cette affaire. La division des investigations criminelles, la DIC, alors l'énonciation de la DIC suscite des frayeurs pour la plupart des Sénégalais, mais souvent par ignorance simplement. Eh bien, dans ce contexte des audits surtout, la sûreté urbaine s'invite également dans le questionnement, la brigade de recherche de la gendarmerie également. Alors, quelles sont les spécificités de ces services qui font l'actualité à l'heure actuelle? Amina Sow avec Adia Tala et Madani Mariga. La division des investigations criminelles, la section des recherches de la gendarmerie et la sûreté urbaine des destinations de certains pontes de l'ancien régime. Ils effectuent un balai incessant sur instruction du procureur de la République et selon la nature des actes délictuels commis. On se rend compte qu'à chaque fois quand il y a des dossiers d'audit ou bien des enquêtes sur l'enrichissement illicite, ils choisissent la division des investigations criminelles, la sûreté urbaine qui sont des services de la police, ou bien la section recherche qui est un service de la gendarmerie. D'abord, ils sont dirigés par des officiers de police judiciaire, donc à qui la loi a conféré la possibilité de mener des enquêtes, de dresser des procès-verbaux, de faire des enquêtes de terrain, de faire même des perquisitions si cela s'impose. La division des investigations criminelles, la sûreté urbaine et la section recherche ont une compétence nationale. Même si on reconnaît une compétence à ces différents services, ils sont souvent la proie d'une pression de la hiérarchie, notamment les différentes sections de la police, contrairement à la gendarmerie. Il y a ce qu'on appelle l'enquête préliminaire, et après l'enquête préliminaire, il y a une autre enquête qui peut être faite. Dans l'affaire Barthélémy Diaz, comme il y a une enquête préliminaire qui a été commencée par le commissariat de Dieuppeul, après le commissariat a été dessaisi au profit de la sûreté urbaine. Et la sûreté urbaine a mené son enquête préliminaire, a déféré des personnes et a envoyé les procès-verbaux au niveau du procureur de la République, qui a choisi le doyen des juges. Maintenant, là, le doyen des juges, il confie une enquête, l'approfondissement d'une enquête à une entité de la police ou bien de la gendarmerie. Et sur ce cas-là, il y a une délégation judiciaire qui a été envoyée à la sûreté urbaine pour continuer l'enquête, mais il y avait des arrestations qui devaient être faites. Et en ce moment-là, on a envoyé des mandats d'arrêt à la section de recherche. Avec les audits tous azimuts engagés par les nouvelles autorités, les enquêteurs de la police et de la gendarmerie ont du pain sur la planche. 27 juin, 102 blessés, dont 13 policiers. Nous sommes en 2011. Une révolte spontanée des Dakarois contre les coupures d'électricité paralyse la capitale sénégalaise. Plusieurs agences de la Société nationale d'électricité sont pillées, puis saccagées et même incendiées. Voici le coup d'œil de Ibou Diouf dans le rétroviseur, un an après, jour pour jour. Dakar, sa banlieue ainsi que certaines villes de l'intérieur du pays en flammes. Nous sommes le lundi 27 juin 2011. Bâtiments publics, des mairies et des locaux de la Sénélec, la Société publique d'électricité ont été saccagés et incendiés par des jeunes en colère. Ce nouvel embrasement du pays intervient seulement 4 jours après une précédente journée de violence, le jeudi 23 juin 2011. Face au projet de réforme constitutionnelle d'Abdoulaye Wade, la contestation avait rapidement tourné à l'émeute avec beaucoup de blessés. Malgré l'abandon du projet de loi par le président Wade, la température ne retombe pas et la contestation à caractère politique légitime a laissé place au pillage. En proie à des coupures régulières d'électricité depuis des mois qui s'étaient aggravées la semaine suivante, durant parfois 24 heures d'affilée dans certains quartiers, les Sénégalais sont en crainte. Il n'en fallait pas plus que de longs délestages ce lundi 27 juin pour rallumer la mèche. Les barrages de fortune faits de pierre ou de pneus enflammés se sont répandus dans la ville et à l'intérieur du pays, comme une traînée de poudre. Une éruption brutale à la mesure de la frustration. Des manifestations qui ont un impact sur l'activité économique, en particulier pour les petits commerces, très nombreux au Sénégal. Bilan, selon la police, 102 personnes blessées, dont 13 policiers. Et c'est presque le début d'une série de manifestations au Sénégal.
Les stigmates de cette chaude journée, bien présentes dans la plupart des agences de la Société nationale d'électricité, la Sénélec, Ouakam et Bourguiba subissent encore les conséquences de cette attaque. Fatou Kinedem Diafaraba. Un an après les émeutes de l'électricité, l'agence Sénélec de Bourguiba ne s'est pas encore remise de son saccage en règle par des manifestants déchaînés. Conséquence, un casse-tête permanent pour payer les factures. Je suis obligé d'aller jusqu'à la Médina ou bien jusqu'à Pompier pour acheter des cartes parce que moi j'ai une compte à carte. Alors bon, franchement c'est très difficile et la Sénélec vraiment il a les moyens pour nous refaire ce truc-là. La population ils sont fatigués avec les paiements de factures. Une société comme ça pendant un an ça ne fonctionne pas et on a mis des millions pour construire ça. Ça c'est inadmissible. C'est ici à front de terre que l'accueil de la Sénélec de Bourguiba a été délocalisé en attendant la réfection de l'agence. En revanche, celle de Ouakam a réouvert ses portes depuis un mois seulement. Les populations s'en réjouissent tout en appelant à la retenue. On avait d'énormes difficultés. C'est dans et nos factures. Après les saccages, on était obligés d'aller dans d'autres localités où on dépensait plus. Ce que nous saccageons, c'est un bien public. Ça nous appartient à tous. La preuve, les factures étaient devenues plus chères. Il faut que les gens prennent conscience des dégâts en procédant autrement. Qu'ils laissent nos agences Sénélec, les habitants de Ouakam et Ngor, payent ici leurs factures. Nous ne sommes pas les seuls bénéficiaires. Sur le profil des émeutiers de l'année dernière, le chef d'agence de Ouakam fait des révélations inédites. Pour ce qui concerne l'agence de Yoff, on n'était plus atteint parce que tout a été brûlé. Donc aussi bien les véhicules, les salles et tout. Mais pour ce qui concerne Ouakam, nous avons beaucoup plus pensé que nous avons affaire à une bande organisée. Parce que là, c'est beaucoup plus à une situation de vol que nous avons connue. Parce que tout simplement, aussi bien tout le matériel informatique, les sanitaires, les pièces véhicules, les pompes à eau ont été emportés. Avec le retour des coupures, la crainte la plus partagée est de revivre de nouvelles émeutes. Fatou Kinedem, ce 27 juin 2012, un lien sans doute traumatique recueilli dans certains quartiers comme à Yoff, par exemple, ce en raison de la reprise des coupures de courant. Fort heureusement, les populations sont rassurées par l'amélioration de la fourniture. Maïmouna Ndiaye et Ababakar Kamara ont effectué le déplacement. Regardez ce reportage. Après les émeutes du 27 juin 2011 contre les délestages, les populations assistent toujours impuissantes au retour des coupures d'électricité. Pas plus tard qu'hier, il y avait des coupures d'électricité et avant-hier également. Les clients sont obligés de diminuer leurs achats. Même pour conserver les poissons invendus le soir, j'ai du mal à trouver de la glace. Et dans ce cas, j'offre le reste à mes clients ou je fais le séchage. Une situation qui favorise l'insécurité, même si d'autres parlent d'une amélioration. Auparavant, on pouvait rester 12 jours sans travailler, mais aujourd'hui, on peut dire vraiment qu'il y a une nette amélioration. Par rapport au 27 passé, par exemple, par rapport à l'année dernière, c'était pire. Mais maintenant, il y a une grande amélioration. Les coupures d'électricité installent forcément l'insécurité dans la capitale, parce que les gens mal intentionnés en profitent souvent pour commettre leur forfait. C'est pire également avec nos matériels. Avec la canicule, les populations s'inquiètent des délestages. À Yoff, les usagers demandent au nouveau gouvernement de rectifier ces manquements pour le bien-être des populations. Partir ou périr, en tout cas, c'est la philosophie actuelle des réfugiés mauritaniens à Dakar. Ils ont entamé une grève de la faim depuis maintenant une semaine et ce, devant le siège du HCR, le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'autodigestion a déjà envoyé plusieurs d'entre eux à l'hôpital. Fatou Bintou Conté. Il sort de l'hôpital général de Grand Yoff. Aldjouma Sissoko a été conduit d'urgence pour des soins intensifs. Ce réfugié mauritanien, comme ses compatriotes, a entamé une grève de la faim depuis une semaine.
Très mal au point, ils s'insurgent contre l'attitude des sapeurs-pompiers qui tardent à les évacuer. Le 19, nous avons entamé une grève de la faim qui nous a poussé à être dans cette situation-là. En fait, donc, depuis le 19, à part des consommations liquides comme de l'eau, la majorité des personnes qui sont là ne prennent aucun repas. C'est hier que j'ai été évacué à l'hôpital vers 11h et les collègues m'ont dit c'est vers 11h que je suis tombé en syncope. Et heureusement, on a eu une évacuation rapide parce qu'avant, les autres jours, on avait des difficultés à faire venir les ambulances. Et pire, quand on les appelait, ils nous disaient qu'on les a trop appelés, qu'ils ne peuvent plus venir nous voir. Leur situation de réfugiés dure depuis 23 ans. À leurs yeux, le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, méprise leur cas. Pendant 23 ans, comment pouvez-vous imaginer pendant 23 ans le minimum, à savoir des documents d'identification, pour sécuriser ces personnes, pour leur permettre de dire et de vivre leur dignité d'homme? Pendant 23 ans, nous sommes tremballés sans avoir des documents. On vient d'avoir l'information que hier, je dis bien hier, qu'il y a des réfugiés qui ont été réinstallés. Qu'est-ce que ces gens qui sont partis hier au Canada ont plus que nous? De ce fait, ils comptent aller jusqu'au bout de leur combat, quitte à y laisser leur vie. Nous sommes obligés de continuer dans la mesure que le HCR n'a rien compris. Le HCR n'a rien compris dans la mesure où le HCR pense que seul ce qu'il dit, c'est cela qu'on doit faire. Ils ne veulent plus retourner en Mauritanie, encore moins rester au Sénégal. Ces réfugiés, dont la plupart est évacués à l'hôpital, réclament plus de diligence sur leur sort. Cette rencontre de Fatou Bintou Conté pour vous raconter justement cette grève de la faim des réfugiés mauritaniens devant le siège du HCR, ce depuis maintenant une semaine. Le festival Handicap Micro s'ouvre vendredi et ce pour tout le week-end. Un événement autour de 3 volets, sportifs, culturels et artisanal. Un cadre d'expression pour les personnes à mobilité réduite. Un des organisations avec Ibou Diouf. Le festival Handicap Micro sera organisé du 29 au 30 juin. Le 30 juin, Douta Sec. En fait, on va parler de la culture. Bon, donc, parle de la culture, du sport et de l'artisan. Bon, le programme, ce sera le 29, le basket, organisé à la SICAP, par le trophée Santi Agne. Donc, le samedi, on organise les expositions pour les artisans qui vont venir exposer. L'objectif, c'est dans la loi d'orientation sociale. Donc, pour essayer de mettre en place, de se battre, de faire un peu le point pour ce que le président avait voté à l'Assemblée nationale. La page des sports ce soir avec Ibou Diouf. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors Ibou Diouf, nous démarrons avec la lutte avec Frappe. Des spécialistes analysent la violence dans l'arène. Effectivement Khalifa, vous savez que la lutte avec Frappe est un sport populaire au Sénégal. Dès lors, une question brûle sur toutes les lèvres. Comment faire pour avoir une lutte sans violence? Et de l'avis de certains spécialistes, c'est l'enjeu financier qui est surtout à l'origine de certains comportements, surtout avec les supporters. C'est un reportage signé Saïran Diop et Mardia. Depuis quelques années maintenant, la lutte est devenue un sport très populaire au Sénégal. En dehors de la passion qu'elle suscite, l'enjeu financier est également d'actualité. Ce qu'il faut déplorer ici, c'est la Frappe maintenant a eu le dessus sur la lutte. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a l'enjeu financier qui est là. Deuxièmement, dans un premier temps, parce qu'il y a un championnat de lutte sans frappe. Il y a des séances de lutte sans frappe, mais à des prix modiques. Donc la lutte avec frappe attire beaucoup plus de par le gain et ensuite de par l'importance des montants. La lutte ne peut pas reculer. Si on revient à la lutte traditionnelle, la lutte sans frappe, je pense que les gens vont diminuer. Malgré les coups et les blessures graves dans la lutte, pour revenir aux luttes simples, ça n'arrange pas les lutteurs. Dans la lutte avec frappe, la violence est toujours évoquée, mais certains spécialistes soutiennent
que c'est ce qui fait le charme de cette discipline. Dimanche, on a assisté à un vrai combat, à une vraie boucherie entre Tapha Tine et Bombardier. Les gens paient des billets à 50 000 francs, 100 000 francs pour venir regarder ces combats de lutte avec frappe. Pourtant, il y a des combats en lutte simple ici qu'on organise, mais ça ne draine pas beaucoup de monde. Pourquoi ça draine du monde? Parce que c'est la lutte avec frappe. Les gens qui arrivent à la lutte avec frappe n'ont jamais fait les mbapates comme le faisaient auparavant les anciens lutteurs. Quand ils arrivent à l'arène, c'est-à-dire dans la lutte avec frappe, ils partent avec un handicap parce qu'ils ne savent pas frapper. C'est par la suite qu'ils vont apprendre la boxe. Donc c'est ça qui fait que maintenant, on privilégie beaucoup plus la frappe que la lutte dure. Au détriment de la lutte simple, la lutte avec frappe reste de plus en plus prisée des Sénégalais. Cependant, il urge de trouver des mesures d'accompagnement pour éviter les risques éventuels. Athlétisme, Ibou Diouf, des Sénégalais qualifiés aux Jeux africains. C'est dans le cadre des championnats d'Afrique d'athlétisme senior, c'est à Porto-Novo au Bénin. Nima Faye au 100 mètres et Ndiskaba Badji à la longueur se sont qualifiés mercredi pour les finales de leurs épreuves en réalisant les meilleures performances lors des qualifications. Nima Faye a réalisé un chrono de 13 secondes 97. Ndiskaba Badji, lui, a fait un bond de 7 mètres 87. La finale du concours du marteau a été engagée à Mycène, a été interrompue aujourd'hui par une forte pluie qui s'est abattue sur Porto-Novo au Bénin. Football à présent, Ibou Diouf, chez nous d'abord, au Sénégal. Le port autonome de Dakar, champion de la Ligue 2 de football, les portuaires ont battu l'Olympique de Ngor 1-0. La rencontre opposait les vainqueurs des poules A et B qui ont déjà validé leur ticket pour la montée en première division. On reste toujours dans le football, cette fois pour parler du Conseil des ministres décentralisé à Ziguinchor. Le ministre des Sports, El Hadji Malick Gakou, a offert mardi au Casa Sport 2 millions de francs CFA. C'est en guise de soutien au leader des playoffs du championnat de Ligue 1 de football 2011-2012. En visite à Ziguinchor, dans le cadre du Conseil des ministres, le ministre annonce également la volonté de l'État de construire un grand stade à Ziguinchor. Pour Bignona, El Hadji Malick Gakou promet de préparer les projecteurs du stade de la ville d'ici la fin du mois de juillet. C'est tout, Khalifa, donc, pour la page sportive. On vous donne rendez-vous demain à pareille heure. Demain 20h. Merci Ibou Diouf. Dans un instant, nous accueillons notre invité Seydou Diouf, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, investi sur la liste de Benno Bokk Gis Gis. Mais bien avant cela, nous retrouvons Fatou Bintou Konté en direct Nous y reviendrons dans un instant. Nous accueillons tout de suite Seydou Diouf, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, investi sur la liste de Benno Bokk Gis Gis. Monsieur Diouf, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors d'abord, ce contrat de législature que votre coalition a présenté hier, revenir un peu sur les principaux termes, pour ainsi dire. Oui, le contrat de législature a été l'œuvre d'une réflexion collective portée par les acteurs d'horizons divers qui aujourd'hui forment cette coalition Bokk Gis Gis. Oui. Nous avons pensé qu'il était opportun, dans le cadre de cette campagne pour les élections législatives, au moins que nous puissions offrir, et notre souhait était que toutes les coalitions puissent offrir des propositions concrètes qui permettent aux Sénégalais de se prononcer. Nous l'avons fait à notre niveau. Nous avons proposé un contrat de législature qui part d'abord d'un credo républicain que nous partageons. Nous savons que l'histoire du Sénégal au plan politique est marquée par une présidentialisation du régime depuis les événements de décembre 1962. 63, c'est l'élection du premier président de la République au suffrage universel direct. Donc, depuis lors, les trois présidents qui se sont succédés ont affirmé leur présence sur la scène politique du fait de la présidentialisation du régime. Très bien. Nous partons donc d'un besoin de rééquilibrage des pouvoirs entre l'exécutif, au sein duquel déjà il faut réaménager le pouvoir entre le président de la République et le Premier ministre, mais surtout rééquilibrer les pouvoirs en faveur du pouvoir législatif qui en réalité aujourd'hui représente un peu le ventre mou de notre système démocratique, et ça nous le partageons du reste en Afrique. Et c'est pour ce faire, nous avons dans le cadre de ce contrat de législature passer en revue les fonctions de l'Assemblée nationale. Absolument. C'est 4 fonctions essentiellement. C'est une fonction d'abord de représentation des populations. Est-ce qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont l'impression que l'Assemblée nationale les représente, que les députés les représentent? Pourquoi non? Est-ce que notre Assemblée est suffisamment ouverte sur la société civile? Je pense qu'il faut aller vers ces réformes-là.
En matière de législation, est-ce que nous votons bien les lois? Est-ce que les lois que nous votons sont en phase avec les attentes des populations? Il fallait donc travailler sur ça. Et sur ces questions-là, nous proposons des orientations très novatrices. Je pense déjà au débat d'orientation parlementaire. Oui. Avant le vote d'une loi substantielle qui modifie substantiellement la Constitution, comme ce qui s'est passé le 23 juin, au moins avoir un débat pour que le gouvernement décline ses orientations. Et je pense que si on a ce type de débat, ça nous évite ces épreuves-là. Très bien, M. Diouf. Et revenir aussi sur deux autres points qui me paraissent importants. C'est la fonction budgétaire de l'Assemblée. On est enfermé, le député a l'impression qu'il ne peut pas modifier le budget que le gouvernement lui soumet. Nous avons fait des propositions. Et enfin, sur la fonction de contrôle, pour amener plus de transparence dans la gestion. Très bien. Alors le jugement, Seydou Diouf, de l'intérêt de ce contrat pour faire balloter entre utopie et démarche électoraliste. Ce soir, que dites-vous aux Sénégalais pour les fixer là-dessus? Ce n'est pas une démarche utopique, c'est une démarche qui procède d'un vécu. Il ne faut pas oublier que la plupart des membres de la coalition Bokk Gis Gis ont eu à assumer et continuent d'assumer des responsabilités d'État. Beaucoup de parlementaires, beaucoup d'anciens ministres, mais aussi des acteurs de la société civile. Donc, nous ne procédons pas par une démarche utopique. C'est par le vécu que nous avons vu ce qui ne marchait pas, ce qui ne permettait pas à l'Assemblée de se positionner davantage dans l'échiquier institutionnel, que nous avons fait des propositions. Et je pense que le propre de la coalition Bokk Gis Gis, c'est que c'est des acteurs qui, à un moment de l'histoire, ont pris leurs responsabilités pour mettre en place une vision qu'ils partagent. Et je pense que sur cette base-là, offrir aux Sénégalais un document, un contrat qui permet à chaque électeur de suivre la coalition du point de vue de la mise en œuvre de ses engagements, si tant est que les Sénégalais nous donnent une majorité et que nous ayons un groupe parlementaire assez fort, je pense que cela participe de la démarche, de respect vis-à-vis du citoyen, de son droit à l'information, parce que le citoyen doit savoir dans quoi il doit s'engager en allant aux élections. Très rapidement, nous avons très peu de temps, plus qu'une minute 30, me signale-t-on. Alors, Bokk Gis Gis, nous savons, est une dissidence du Parti démocratique sénégalais. Ce qui vous colle pour certains, cette étiquette de frustré, ou même de traître après la chute de Wade, pour aller plus loin. Non, vous savez, ça aussi c'est un faux débat. Je pense que Macky Sall a été dans le PDS, il en est sorti, il a porté un programme, il a battu campagne, il est élu par les Sénégalais. Avant la chute du régime. Avant la chute du régime, bien sûr. Mais je veux dire, quand il a porté son programme, il a tiré sur le régime auquel il a appartenu. Nous ne tirons pas sur Abdoulaye Wade. Nous ne sommes pas formatés pour ça. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'un acteur politique doit tirer les leçons de son parcours. Nous avons été au pouvoir avec Abdoulaye Wade et nous l'avons accompagné de la manière la plus loyale, la plus fidèle possible. Mais lorsque nous avons identifié les causes de la défaite, qui ne sont pas fondamentalement liées au bilan de Wade en termes d'infrastructure et de gestion de ce pays, mais plus du point de vue des valeurs, du point de vue du management des hommes, nous nous attendions qu'après la défaite, qu'il y ait changement dans la démarche. Mais s'il n'y a pas changement, mais les mêmes causes vont reproduire les mêmes effets, on ne peut pas continuer comme ça. Et lorsque l'alerte a été sonnée, on a eu l'impression d'être devant un mur. Nous avons pris nos responsabilités pour aller ensemble à la conquête du suffrage sénégalais. Dernière question, êtes-vous préparé à l'éventualité de l'emprisonnement de votre tête de liste, Pape Diop, si jamais, je précise, il était perdu par les audits en cours? Je ne pense pas, connaissant Pape Diop, que ce soit un homme qui ait quelque chose à craindre sur ces questions-là. Supposons. Êtes-vous préparé à ça? Je ne peux pas aller vers cette supposition parce que je connais suffisamment l'homme qui est doté d'une forte intégrité, qui est connu pour avoir eu à accumuler de la richesse avant l'alternance. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu. C'est un homme qui a toujours eu l'esprit de l'entrepreneuriat privé. Et sur ce plan-là, personnellement, je pense que s'il a de la richesse, il a pu l'acquérir à ce niveau-là. Maintenant, on ne peut pas supposé comme ça, je parle de ce que je sais. De ce que je sais, c'est un homme intègre, c'est un homme qui aime profondément ce pays, qui est prêt à se battre pour ce pays, pour que ce pays avance. Et d'ailleurs, quand on connaît l'homme, et tous les hommes d'ailleurs, et les femmes qui composent la coalition Bokk Gis Gis, vous ne nous entendrez jamais, nous, dans des débats de caniveau. On reste sur des débats constructifs pour l'avenir de ce pays. Seydou Diouf, vous êtes président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, donc investi sur la liste Benno Bokk Gis Gis, dont la tête de liste, donc bien entendu,
Pape Diop. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Avant de vous quitter, je vous signale que Baylawan, l'ex-directeur général de la Loterie nationale sénégalaise, a retrouvé son domicile. Baylawan, qui avait été entendu par la section de la brigade de recherche de la gendarmerie. C'est dans le cadre des audits. Baylawan était entendu hier pendant près de 6 heures. Il est à l'heure actuelle interdit de sortir du territoire national. Merci d'avoir suivi. Bonsoir.